guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. On sait, on en revient de l'arrestation royale. Vous en pensez quoi? Donc, n'hésitez pas à laisser savoir ce que vous en pensez. J'aime bien vous lire. Voir aussi, des fois, vous avez pu avoir d'autres informations qu'on peut ajouter. N'hésitez pas. Donc, vous savez comment me rejoindre. Et sinon, au-delà de ça, on va rester un petit peu dans le créneau de la famille royale parce qu'on va s'intéresser à une autre femme que son nom apparaît beaucoup plus qu'il devait apparaître. Une certaine Sarah Ferguson. Elle a vraiment le nom d'une star, là, comme star. Pas, on pense pas, son nom, quand j'entends Sarah Ferguson, je ne pense même pas à royauté. Je pense à star, être pop, chanteuse pop, comme Fergie, comme dans Black Eyed Peas. À un moment, je pensais que Sarah Ferguson, c'était Fergie. Je sais pas pourquoi, j'avais associé les deux, c'est la même chose. Mais bref, c'est pas la même personne. Donc, en effet, on va parler de Sarah Ferguson, ancienne duchesse d'York, ex-épouse de prince Andrew, mère de princesse Eugenie et princesse Béatrice. Et son nom réapparaît régulièrement dans les révélations liées à Jeffrey Epstein. Et on va en parler parce que c'est quand même très intéressant de voir, malgré que le monde essaie de dire maintenant, je ne suis pas là, je ne connaissais pas, je ne savais pas, il y avait une livre, je suis innocent, ton nom ressort. Et puis, oui, il y en a, leurs noms peuvent ressortir pour d'autres raisons, mais est-ce que c'est vraiment anodin rendu là? Parce que le dossier de Epstein, dites-vous qu'en 2008, il avait déjà plaidé coupable. Il avait déjà reçu une tape sur les doigts. Il a continué de graviter dans l'élite. Il avait encore accès à cette élite qui fait rêver, qui fait briller. Beaucoup de personnes au travail avec l'ambition de joindre cette élite, d'être assis sur la table avec ces gens powerful pour se rendre compte que ce qu'ils font, it was dirty. So, on y va, 2026. On avait dit quoi? 2026 va vous choquer. Mais c'est ça que ça fait. Ça a commencé à nous choquer. Donc, un intouchable qui s'est fait toucher. Et c'est pas le seul. It's about everything. Donc déjà, on va y aller avec la question simple. Qui est Sarah Ferguson? Ça va déjà être simple comme ça. Sarah Ferguson, surnommée Fergie, est née le 15 octobre 1959 à Londres. Et maintenant, j'y pense, c'est peut-être pour ça que je la mélangeais avec Fergie de Black Eyed Peas aussi. À cause qu'elle aussi, on la surnomme Fergie. Pardon. Donc, elle est née le 15 octobre 1959 à Londres. Elle devient mondialement connue en 1986 lorsqu'elle épouse le prince Andrew, le fils de la reine Elisabeth II. À ce qui paraît, le prince Andrew, c'était le fils chouchou de la reine. Tu sais, des fois, les parents, ils veulent pas avoir de préféré, mais on sent des fois, il y a des préférences. Mais semblerait-il, ce petit prince qui vient de tomber comme ça, il n'a pas la protection de son grand frère, mais il était le chouchou de sa mère. Ah, c'est pareil. Ok. Elle reçoit alors le titre de duchesse de York, connue pour son tempérament très spontané, son énergie et son côté moins formel que le reste de la famille royale. Elle a souvent été perçue comme une figure à part dans l'institution. Donc tout le monde arrive toute rigide, qui suit le protocole et tout. Elle arrive un petit peu en mode That is beautiful. I'm Fergie. Oh yeah. Elle était déjà pas dans le même protocole, vous imaginez. On regarde maintenant son histoire avec le prince Andrew. C'est très similaire avec l'histoire du prince Harry avec Meghan Markle. Et je sais pas, j'ai un sentiment qu'une répétition va se faire avec Harry, malheureusement. Mais on va en venir sur notre vidéo, on va regarder ça. Donc, on en revient sur son histoire avec prince Andrew, le tonton d'Harry. Leur rencontre. Sarah connaissait Andrew depuis l'enfance. Leur famille évoluait dans les mêmes cercles aristocratiques britanniques. Donc, elle est d'une famille des privilégiés de l'élite quand même. Donc, ils se rapprochent dans les années 1980. Ils commencent à se coller ensemble.
à partager leurs bonbons ensemble, on va dire. Et finalement, ils décident de se marier le 23 juillet 1986 à l'abbaye de Westminster. Bien entendu, le mariage est très médiatisé et célébré comme un conte de fées, comme n'importe quel l'enfant de la reine Elisabeth II, of course. En plus, c'est l'enfant chouchou de la reine. Oui, oui, oui. Oui, Prince Andrew était le petit chouchou de la reine, un petit peu plus gâté, permissif de se comporter comme enfant très gâté de sa maman, qui est la reine. Et c'est ça. Leur enfant. Et la seule différence, je vais juste mettre une parenthèse, Prince Andrew face à son neveu Harry. Harry, lui, il était dans l'ombre de son frère. Pendant que son frère on l'entraînait pour devenir un futur roi, Harry savait qu'il n'allait pas être il était le remplaçant. Si jamais il arrivait quelque chose, son frère serait pas roi, il était juste le remplaçant. Et c'était ça qui avait créé on va dire, de l'anxiété ou un sentiment de, grandir en étant dans l'ombre de quelqu'un, le remplaçant. Si jamais la personne n'est pas là, c'est toi qui prends sa place. Ça ne va pas être bon pour ton ego. Et alors que lui, Andrew, il acceptait de savoir qu'il ne s'entraînait pas pour être le roi. Il kiffait sa vie, aller voyager, aller voir les filles et aller dans les partours et faire tout ce qu'il voulait. Et qui fait ça. C'est un petit peu la différence. Il prenait la vie en s'amusant. Donc, lui et Sarah, donc le prince Andrew et Sarah, ils ont eu 2 enfants, 2 filles. Princesse Béatrice qui est née en 1988 et princesse Eugénie qui est née en 1990. Maintenant, on se dit, pourquoi ont-ils divorcé? Parce que quand on regarde, Sarah, elle semble avoir une personnalité capable de gérer l'ego ou la personnalité colorée du prince Andrew, on va le dire comme ça. Mais leur relation s'est fragilisée très rapidement. Plusieurs facteurs. Andrew était très souvent absent à cause de sa carrière dans la Royal Navy. On sait que suite à quand il a été exposé dans ces scandales, on lui avait fait remettre déjà tous ses médaillons. Donc, toute sa vie, t'imagines qu'il travaille dans la Royal Navy, c'était quand même sa fierté. Et là, il remet ses médaillons. Ça a dû être sa première cassure d'ego d'homme. Sarah supportait difficilement la pression médiatique aussi. Elle, on le voit, elle a une personnalité un petit peu plus colorée. Elle n'est pas dans les protocoles. Elle veut faire un petit peu comme elle veut. Mais elle est conditionnée. On doit la conditionner. Les médias et tout. C'est compliqué pour elle. Ensuite, il y a eu des scandales qui ont éclaté au début des années 90, notamment des photos compromettantes publiées dans la presse. Ils se séparent officiellement en 92 et divorcent en 96. Malgré cela, leur relation reste étonnamment très cordiale. Ils ont continué à vivre dans la même résidence pendant des années et apparaissent encore ensemble lors d'événements familiaux. Donc, on le voit que malgré le divorce, elle n'a pas eu de cassure avec lui. Ils étaient toujours probablement amis. Ou peut-être ils se sont rendus compte, ils n'étaient pas faits pour être en couple, mais ils étaient des bons amis. Ça arrive aussi. Et là, on regarde sa relation avec la famille royale. Avant le divorce, au début, Sarah était bien accueillie par la famille royale. Elle est même proche de Diana, la princesse de Galles, Lady Di. Mais son attitude jugée trop libre et les scandales médiatiques détériorent son image au sein de l'institution. Donc, elle pouvait s'entendre avec la famille, mais le fait qu'elle a un petit côté libéral, un petit côté libéré, qu'elle assumait, mais la monarchie n'assumait pas, c'est le fait que ça créait des mauvaises presses, c'est ça qui aurait pu créer des problèmes. Après le divorce. Après 1996, le divorce, Sarah perd le style d'altesse royale et son rôle officiel. Donc, elle a perdu sa job à la monarchie. Sa relation avec la monarchie devient plus distante, notamment avec le prince Philippe et certains membres seniors. Le prince Philippe, on sait c'est qui? C'est le papa, son beau-père. C'est le papa, le mari de la reine Elisabeth. Comme on dit, Prince Andrew, c'est vraiment drôle la dynamique, j'en profite de le dire. Prince Andrew, c'est le chouchou de sa maman. Philippe, lui, sa petite chouchou, on sait que c'était Anne, la princesse Anne. Ah non, Charles, t'étais pas chouchou de personne, pardon. Mais bref, on n'a rien contre le roi Charles. Hein.
Mais on regarde dans cette dynamisme-là que quand elle a divorcé, lui, Philippe, il est très traditionnel. Donc, c'est un ancien, là. Là, lui a dit, ben, elle travaille plus dans la monarchie. Il a pris ses distances et tout ça avec elle parce qu'il a plus intérêt à la côtoyer. Il n'était plus marié à mon fils. Et par contre, on ne dit pas pour sa relation avec la reine. Parce que elle a toujours eu une belle relation avec son fils Chouchou. On comprend? On suit cette dynamisme? On le suit. Cependant, elle reste proche de ses filles, bien évidemment, heureusement encore. C'est la mère de ses filles. Elle maintient une relation amicale avec Andrew. Elle a été invitée à certains événements familiaux importants, dont les funérailles du prince Philippe et le couronnement du roi Charles III, bien qu'elle n'ait pas assisté à la cérémonie officielle. Donc, il y a certains endroits qu'elle n'a pas l'accès d'assister, mais sinon, quand il y a des événements, il l'invite encore, il la considère encore. C'est bien heureux de leur part. Son image publique. Sarah, elle a connu des difficultés financières, elle a connu des controverses médiatiques, une tentative de reconversion comme autrice de livres pour enfants. Donc, elle a tenté d'écrire des livres pour enfants, mais ça n'a pas trop marché. Elle a fait des interviews parfois critiquées parce qu'elle est libre. Donc, quand elle fait les interviews, elle va le faire selon ce que son esprit va lui dire. Et elle va être critiquée. Mais ces dernières années, son image s'est stabilisée, notamment grâce à son rôle de mère et grand-mère et son soutien discret à Andrew, malgré ses propres controverses. Donc, malgré les années, dans toute la polémique qu'Andrew est, ils ne sont plus ensemble ils ont divorcé officiellement depuis en 96, on est rendu en 2026. Elle crache toujours pas sur lui. Et c'est une sorte de loyauté. Des fois, tu divorces de quelqu'un, mais cette personne-là est appelée à être ton meilleur partenaire de vie, ton âme sœur qui va te défendre quand vont est marié. Sarah Ferguson et Jeffrey Epstein, que sait-on réellement parce qu'on voit son nom sortir dans ce fameux dossier? Contrairement à son ex-mari Prince Andrew, Sarah Ferguson n'a jamais été accusée d'avoir participé aux activités, que ce soit criminelles, d'Epstein. Mais son nom apparaît indirectement dans les dossiers pour une raison principale, une aide financière. Donc, on sait qu'elle a eu, ça n'a pas été caché, un secret pour personne, le fait qu'elle ne travaille plus pour la monarchie et quand tu as été une ex-membre de la famille royale, même si tu veux juste prendre un petit boulot tranquille et puis vivre ta vie, c'est compliqué. C'est ça, il faut comprendre. Il n'y a pas de pension, il ne te donne pas de pension, tu te retrouves, c'est compliqué pour toi. Et tu as quand même besoin, étant qu'une ex-membre de la famille royale, d'une certaine protection. On se rappelle, le prince Harry, récemment, quand il a retiré il ne travaille plus pour la monarchie, mais il réclamait encore de la protection parce qu'il a dit je travaille plus pour vous, mais j'ai toujours la même pression médiatique, la pression que ma vie est en danger continuellement et la vie de mes enfants. Et puis, c'est ça. Et la monarchie a dit, tu travailles plus pour nous, tu n'as plus notre protection. Bref, ils sont très catégoriques. Donc, l'aide financière, ça fait du sens. Elle a toujours dit qu'elle avait des problèmes financiers. Il y a le paiement de 15 000 €. Donc, Jeffrey, qui a quand même, il semblerait, il y avait beaucoup d'argent, mais il y a un versement de 15 000 € qui est confirmé qu'il lui a envoyé. En 2010, il est révélé que Kipston aurait versé environ 15 000 livres sterling pour aider Sarah à régler une dette. Donc, elle avait une dette quelque part et lui, il a versé l'argent, il l'a viré. J'imagine que tu as une dette, tu es stressé, tu as l'anxiété, tu cherches un peu partout, tu frappes à toutes les portes et jusqu'à ce que tu frappes à cette porte-ci, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a référé? Est-ce que c'est possible que son ex-mari, qui le père de ses enfants, qui lui a dit, essaie de demander à lui, alors que ton ex-mari, c'est un prince, techniquement. Mais tu as une dette, ton ex-mari ne peut pas t'aider. Mais en même temps, ton ex-mari ne dépend pas de lui, son argent ne dépend pas de lui aussi. C'est ça la vie des princes, hein? Et Disney nous a menti sur les princes, guys. Sarah a reconnu avoir accepté cet argent et a déclaré publiquement qu'elle regrettait profondément cette décision. Et vous voyez, c'est ça qui confirme son innocence en quelque part dans ce dossier. Oui, elle aurait pu cacher le tout, commencer à changer de sujet comme Naomi Campbell le fait si bien, mais elle a reconnu. Ses problèmes financiers, elle avait toujours admis. Dans les entrevues, elle disait que
financièrement, elle prêtait de l'argent, ça va pas bien, elle est à bout. Et là maintenant, pour payer une dette, elle allait demander au démon l'argent. Et elle a reconnu. Le fait de l'avoir reconnu, ça l'a déjà retiré beaucoup de culpabilité. Elle a expliqué, être dans une situation financière difficile, ne pas connaître pleinement l'ampleur des crimes d'Epstein à ce moment-là. Donc, vers le 2010, quand elle avait reçu l'argent, elle savait pas trop. Elle savait en 2008, il avait été plaidé coupable, mais elle dit qu'elle savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que c'était... Elle savait pas trop. Elle a besoin de l'argent, il lui prête l'argent, elle le prend. Elle a présenté des excuses publiques peu après la révélation. Les faits médiatisés. Il y a des emails publiés dans le cadre de Epstein Files, des articles du Daily Mail, Télégraphe, Marie-Claire, des mentions d'aide financière qui ont passé, des invitations à des événements, des échanges amicaux documentés. Donc oui, entre eux, il y avait des petits échanges amicaux qui se laissaient entendre. Ce sont des éléments publics qui ont été relayés par la presse. Donc, c'est pas du sensationnalisme, quoi que ce soit, ce sont les faits qui ont été exposés. Elle-même, elle les a reconnus, guys. Maintenant, la vraie question n'est pas sensationnaliste, elle est politique. Comment une personnalité royale, déjà fragilisée financièrement après son divorce, a-t-elle pu maintenir des liens avec une figure aussi controversée? À quel moment la prudence institutionnelle aurait dû s'imposer? Tu sais, ils savent qu'elle est quand même une ex-personnalité de la famille royale. Elle a accès à la famille royale parce qu'elle est invitée dans les événements. C'est pas n'importe qui est invité dans leurs événements. Donc, ils voient qu'elle a des problèmes financiers. Ils vont la laisser commencer à chercher de l'aide auprès de n'importe qui, dont quelqu'un qui est déjà très controversé. Sachant que peu importe ce qu'elle fait, ça va se retourner contre eux, contre leur image qu'ils tentent de protéger. C'est là que je viens avec c'est quoi ça? Il les laisse comme ça sans rien, mais elle va chercher l'aide où ce qu'elle peut. Autre point sensible, la présence de membres de la famille royale dans des environnements mondains où circulaient des personnalités aujourd'hui hautement problématiques. Et jusqu'à maintenant, ça se fait encore. On a pu voir sur le bateau de Saint-Tropez, il y a quelques années de ça, où ce que Didi faisait un anniversaire sur les bateaux. Tu sais, vous savez, à l'époque, que Didi n'était pas en prison, il n'était pas tombé. Il était encore powerful, il faisait ses fêtes sur les bateaux. Ah, what party? Didi party sur le bateau. Et puis, on voyait une certaine Ivanka sur le bateau. On voyait une certaine Sarah avec sa fille Eugénie qui présentait sa fille. C'est sûr que Didi, à ce moment, n'était pas tombé. Nous, le public, on voyait juste que Didi connaissait du beau monde. On se disait, OK, Didi, il est plus dans le niveau hip-hop seulement, là. Là, il est dans le niveau royauté. Il est avec la princesse Eugénie, avec Ivanka Trump, avec du gros monde. Donc, pour Didi, ça faisait du bien, mais c'est ça. On se dit, était-ce de l'ignorance, de la naïveté, du réseautage élitiste sans fuite morale, c'est-à-dire eux autres, dans l'élite, depuis que tu as le pouvoir, tu as de l'argent, ils n'ont pas besoin de regarder comment tu as fait pour l'avoir. Il n'y a pas de morale dedans, il n'y a pas de fil pour garder ta moralité. Ou simplement le reflet d'un système où l'argent et l'influence effacent les signaux d'alerte. Et ça, c'est une bonne question qu'on devrait se poser. Et concernant la fameuse princesse Eugénie et son engagement, tu sais, comme une petite parole, la princesse Eugénie et son engagement dans la lutte contre l'esclavage moderne, il faut distinguer deux choses. Les actions caricatives actuelles, les décisions d'adultes prises dans un autre contexte à une autre époque. On ne peut pas mélanger les responsabilités sans preuve directe, mais on voit un autre combat que la princesse Eugénie vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle veut nous laisser savoir? C'est à suivre. Ce dossier révèle surtout quelque chose de plus large. Le monde ultra privilégié fonctionne par réseaux fermés et ces réseaux, pendant des années, ont protégé des hommes puissants et continuent de le faire. La question n'est pas seulement qui savait quoi, la question est pourquoi personne ne s'est publiquement distancé plus tôt. Ce débat n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une réflexion sur la responsabilité morale des élites, l'aveuglement social face au pouvoir et la manière dont l'argent achète le silence. Il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit de responsabilité institutionnelle.
Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, a vu son nom apparaître dans plusieurs articles liés aux révélations entourant Jeffrey Epstein. Les éléments rapportés par la presse internationale mentionnent des échanges d'emails rendus publics, des liens amicaux assumés à une période donnée, des aides financières évoquées, il y a des invitations à des événements mondains et dans le personnage de Jeffrey Epstein, quand on entend événements mondains, on ne s'attend pas qu'ils vont aller jouer au bingo ou ils vont aller jouer au bowling. Tu sais, on voit, et même s'ils vont jouer au bingo, au bowling, on imagine quel genre de bingo et bowling que c'est. On imagine. Ce sont des faits relayés par des médias établis. La question n'est pas morale, elle est structurelle. Comment une institution comme la monarchie britannique gère-t-elle les risques réputationnels liés aux fréquentations privées de ses membres ou anciens membres? Surtout des anciens membres qui ont encore accès à eux et qui sont très proches d'eux. La monarchie repose sur 3 piliers: continuité, neutralité et surtout respectabilité. Dès qu'un lien problématique apparaît, c'est l'ensemble de la structure symbolique qui est fragilisé. Ce dossier révèle surtout dans les sphères aristocratiques, guys, la frontière entre réseau social, influence financière et proximité politique est souvent très floue. Et dans ces milieux, la réputation n'est pas seulement personnelle, elle est institutionnelle. On se demande ici pourquoi Andrew n'a jamais vraiment quitté Sarah. Pourquoi il n'a pas quitté? Parce qu'elle ne menace pas le système. Sarah n'a jamais attaqué publiquement la monarchie, elle n'a jamais exposé les coulisses, a toujours maintenu un discours respectueux. Pour Andrew, elle est safe. Elle protège l'image familiale. Malgré que lui, actuellement, c'est le contraire qu'il fait. Même dans la disgrâce d'Andrew liée à l'affaire Jeffrey Epstein, elle reste présente. Elle ne prend pas ses distances. Stratégiquement, elle maintient une unité familiale. Elle protège ses filles. Elle protège sa propre position résidentielle. Andrew a besoin d'une loyauté inconditionnelle actuellement. Andrew est un prince déchu, privé de fonctions officielles. Sarah ne le critique pas. Elle ne le quitte pas symboliquement, ne l'humilie pas publiquement. Dans une famille où l'image est capitale, la loyauté silencieuse est une monnaie d'échange. Et c'est ça, ce rôle-là qu'elle joue. Les contextes importants à noter ici. À ce moment-là, Epstein avait déjà plaidé coupable en 2008 pour des infractions liées à la prostitution de personnes pas en âge. Sa réputation était déjà controversée, mais il continuait à fréquenter des personnalités influentes, comme on a pu le voir. La question publique a donc été: pourquoi accepter de l'argent d'un homme déjà condamné? A-t-elle été impliquée judiciairement? Bien entendu que non. Elle n'a pas été inculpée, elle n'a pas été citée comme complice, elle n'a pas été visée par des poursuites non plus. Il faut se rappeler que l'affaire Epstein a principalement touché Andrew, notamment à travers les accusations formulées par Virginia Giuffre. J'ai fait de la vidéo sur Virginia. Allez l'envoyer des cœurs blancs, mettez des cœurs blancs. 25 avril, c'était 2025. Elle n'était plus de ce monde, mais son esprit est là et sa mission doit être rendue. Andrew a toujours nié les accusations et a conclu un accord financier à l'amiable en 2022 sans reconnaître de responsabilité, mais il y a quand même un accord qui a été signé. Pourquoi cette affaire n'a-t-elle pas détruit Sarah? Elle a reconnu rapidement l'erreur. Elle ne détenait aucun rôle institutionnel actif. Elle n'a jamais été accusée d'abus dans son dossier. Elle a maintenu une posture de loyauté silencieuse. Dans une monarchie fondée sur la gestion d'image, elle représentait un risque limité comparé à Andrew. Question qu'on peut se poser: dans les cercles de pouvoir, l'ignorance est-elle crédible ou est-elle un privilège? Oui, Sarah a accepté de l'argent provenant d'Epstein. Non, elle n'a pas été impliquée dans ces crimes jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui est sorti sur elle. Oui, cela a alimenté les critiques sur son jugement, mais l'impact institutionnel est resté secondaire par rapport au scandale touchant Andrew. Et c'est sur ce que je vous laisse dans votre réflexion. Laissez-moi savoir
Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve au prochain vidéo, guys.